Tout le monde vous le dira, les frères jumeaux et les sœurs jumelles partagent un lien très particulier. Il est presque impossible à comprendre de l'extérieur, et parfois il s'apparente à de la télépathie. Dans le cas des sœurs June et Jennifer Gibbons, ça va beaucoup plus loin. Très tôt dans leur enfance, elles ont passé un pacte qui les a enfermées dans une spirale infernale dont elles ne sont pas sorties indemnes. Aujourd'hui encore, on les appelle les jumelles silencieuses. Maintenant, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Originaires de la Barbade dans les Caraïbes, Gloria et Aubrey Gibbons deviennent les parents des jumelles June et Jennifer le 11 avril 1963. Gloria les met au monde dans l'hôpital militaire d'Aden au Yémen. C'est là que son mari Aubrey, technicien pour la Royal Air Force britannique, est déployé à cette époque. C'est June qui naît la première, suivie de Jennifer 10 minutes plus tard. Au total, les Gibbons auront 5 enfants, mais seules les jumelles sont devenues célèbres malgré elles. La famille revient rapidement en Angleterre, où June et Jennifer passent la majeure partie de leur enfance. Elles commencent à parler plus tard que la moyenne, et quand elles prononcent leurs premiers mots, les parents remarquent tout de suite que quelque chose ne va pas. Aubrey se souvient. À la maison, elle parlait, faisait du bruit, tout ça. Mais on savait qu'elle n'était pas tout à fait comme, vous savez, des enfants normaux qui parlent facilement. Pour faire simple, personne ne comprend ce que disent les jumelles. En revanche, elles comprennent très bien ce qu'on leur demande. Pour les deux enfants, c'est le début d'un sentiment de frustration qui ne cessera de grandir au fil des ans. June et Jennifer commencent à parler de moins en moins. Elles se contentent de pointer ce qu'elles veulent du doigt. Ce qui étonne leurs parents et leur entourage, c'est que les jumelles parlent énormément entre elles et qu'elles n'ont aucun problème pour se comprendre. Tout le monde pense qu'elles se sont inventées un langage secret exclusif. À l'école, June et Jennifer sont mises à l'écart. Déjà parce que ce sont les seuls enfants noirs du quartier, mais surtout à cause de leur silence permanent. June et Jennifer refusent de lire à voix haute en classe ou même de parler, alors qu'on sait qu'elles y parviennent. Elles ne sont pas en retard sur leurs camarades et apprennent à lire et écrire sans problème. Au final, le harcèlement qu'elles subissent est tel que l'école doit les laisser partir quelques minutes avant tout le monde pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Les jumelles sont très touchées par le traitement qu'elles subissent. Elles se coupent encore plus du monde extérieur. On commence aussi à remarquer d'autres comportements particuliers qui ne les aident pas à s'intégrer. June et Jennifer sont chacune le miroir de l'autre. Elles bougent lentement, avec une synchronisation parfaite. Quand elles marchent dans la rue, elles sont l'une derrière l'autre, la deuxième adoptant la démarche de la première. Si quelqu'un les regarde, elles se figent et ne bougent plus d'un millimètre jusqu'à ce que le curieux passe son chemin. Leur mimétisme est quasi constant. Une fois les jumelles font du cheval, et il suffit que l'une tombe pour que l'autre tombe aussi 2 secondes après, alors qu'il n'y avait aucune raison pour que ça arrive. June se souvient de cette relation fusionnelle. Un jour, Jennifer se réveille et elle est moi. Et un jour, je me réveille et je suis elle. Et nous nous disons, rends-moi moi. Si tu me rends moi, je te rends toi. En 1974, la famille Gibbon s'installe au Pays de Galles. Les jumelles ont 11 ans. C'est là qu'elles vont malgré elles attirer l'attention des médecins et mettre le doigt dans un engrenage infernal. Lors de la vaccination annuelle obligatoire dans les écoles, le médecin scolaire qui reçoit June et Jennifer est inquiet. Les deux jeunes filles ne réagissent pas du tout à la piqûre. Elles sont tellement figées que le praticien a l'impression d'avoir des poupées en face de lui. Il avertit le principal de l'établissement, mais il lui répond qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que les filles ne posent aucun problème. Le médecin ne veut pas en rester là. Il parle des jumelles Gibbons à un ami psychologue pour enfants et arrive à convaincre leurs parents de les amener. Il n'arrivera à rien, vu que les deux sœurs refusent de parler. Dans les années qui suivent, June et Jennifer verront d'autres thérapeutes et autres psychiatres, chaque fois sans aucun effet, si ce n'est celui de convaincre de plus en plus de monde qu'elles ont un grave problème. Début 1977, c'est une orthophoniste qui les reçoit. Le corps médical s'est enfin dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là. Les jumelles refusent toujours de parler, bien sûr, mais à force de négociations, elles finissent par accepter un marché. La médecin les laisse seules pour qu'elles puissent discuter entre elles, tout en étant enregistrées. C'est en repassant les enregistrements au ralenti que l'orthophoniste découvre l'origine de ce fameux langage secret. En réalité, c'est un mélange d'argot de la Barbade et d'anglais parlé très très vite. Elle comprend aussi que June et Jennifer ont un défaut d'élocution. Par exemple, elles prononcent les S comme des che. Mais la raison du silence des jumelles semble plus profonde. La médecin se souvient que June avait visiblement envie de parler,
mais qu'un simple regard de sa sœur la faisait taire avant qu'elle ait prononcé le moindre mot. Elle dira: Jennifer était assise là, sans expression, mais je sentais son pouvoir. L'idée m'est venue à l'esprit que June était possédée par sa jumelle. En désespoir de cause, et avec l'accord des parents qui pensent faire ce qu'il y a de mieux pour leur fille, les thérapeutes décident de séparer June et Jennifer. L'idée est que l'une des deux soit envoyée dans un internat loin de chez elle. Quand on leur annonce la nouvelle, les deux sœurs commencent à se disputer pour savoir qui partira, jusqu'à ce que ça dégénère et qu'elles en viennent à se battre violemment. Une fois calmées, elles appellent leur médecin au téléphone et promettent de se mettre à parler si on les laisse ensemble. Sauf qu'une fois devant lui, les jumelles gardent le silence. La séparation a finalement lieu et le résultat est catastrophique. Chacune des sœurs devient catatonique, elles ne bougent plus, ne mangent plus et restent figées sur leur lit. Il faut 2 personnes pour les soulever, sachant que ça ne sert à rien. L'établissement parle des jumelles comme de cadavres rigides et lourds. June et Jennifer sont rapidement réunies et s'enferment encore plus dans leur monde. Les jumelles ne parlent plus à personne, même pas à leurs parents. Si elles ont besoin de dire quelque chose, elles laissent un mot. Par exemple, ce soir on va regarder telle émission à la télé. Merci de laisser la porte du salon ouverte. June et Jennifer ne vont plus à l'école et restent enfermées dans leur chambre quasiment toute la journée. Leur mère doit laisser leur repas sur le pas de la porte. Elles passent leur temps à jouer aux poupées, pour lesquelles elles inventent des histoires dignes d'un feuilleton télévisé. Chaque personnage porte un nom élaboré, comme Anne-Marie Esther Kingston ou Billy O. Haynes. Il y en a aussi qui s'appellent Gibbons, comme les jumelles. Parfois, elles enregistrent leurs histoires sur cassette audio et les donnent à leur petite sœur Rose, née 4 ans après elles. C'est la seule membre de la famille à qui elles acceptent de parler indirectement. Quand l'une des poupées meurt, Rose est chargée de noter la cause du décès. June Gibbons, 9 ans, morte d'une blessure à la jambe. Peter Gibbons, 5 ans, adopté, présumé mort. Bluey Gibbons, 2 ans et demi, morte de l'appendicite. Les deux sœurs ont une imagination débordante. Elle est canalisée en 1979 lorsqu'elles reçoivent chacune à Noël un carnet vierge en guise de journal intime. Elles ont 16 ans et se mettent à écrire frénétiquement, sur papier d'abord, puis sur la machine à écrire qu'on finit par leur offrir. Gloria, la mère des jumelles, se souvient qu'elle les entendait taper même pendant la nuit, les seuls postes correspondant au moment où June laissait la place à Jennifer, et inversement. L'année de ses 16 ans, June a déjà écrit un roman, The Pepsi Cola Addict. Les deux sœurs réunissent les allocations qu'elles reçoivent depuis qu'elles sont sans emploi et le font auto-éditer en 1982, l'équivalent de 1200 € pour leur remettre un seul exemplaire imprimé. On estime qu'il en existe moins d'une dizaine à travers le monde. Mais si vous êtes curieux, le roman a été réédité en 2023 et il est très facile à trouver sur les sites de vente en ligne, surtout au format numérique. En 1982 par contre, ce n'est pas avec 10 exemplaires que les sœurs risquent de devenir célèbres. Jennifer aussi a écrit un roman, appelé Discomania. À l'époque, les éditeurs le trouvent, je cite, trop violent, trop sexuel et trop futuriste. Ils refusent de le publier. Frustrées de ne pas rencontrer le succès auquel elles pensent avoir droit, les deux sœurs décident de jeter leur dévolu sur le monde extérieur. Après des années enfermées dans leur chambre, elles vont vivre l'adolescence qu'elles n'ont jamais eue en accéléré, avec tous les excès que ça implique. À l'été de leurs 18 ans, June et Jennifer se maquillent et s'habillent de manière à se faire remarquer. Elles veulent revoir un garçon américain dont la famille, les Kennedy, passe souvent les mois de juillet-août dans leur ville. Cette année, il n'est pas venu, mais ses 3 frères sont là. Les jumelles commencent à traîner avec eux, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont une très mauvaise influence. Les frères les considèrent ouvertement comme des animaux, ils les maltraitent et les insultent souvent. Avec eux, les deux sœurs vont commencer à boire de l'alcool et prendre de la drogue. C'est lors d'une soirée de beuverie que Jennifer perd sa virginité avec l'un des garçons en présence de June, avant que les rôles s'inversent 2 semaines plus tard. Quand l'été se termine, les Kennedy doivent rentrer en Amérique. June et Jennifer supplient les frères de leur donner quelque chose en souvenir. Le premier offre un t-shirt sale, le deuxième des photos et une paire de chaussettes dépareillées, tandis que le troisième se sépare d'une vieille chemise. Il ne la donne pas, hein, il la vend, et June l'achète. Entre l'alcool, la drogue et le sexe, ces 5 semaines d'été entraînent les jumelles vers le fond. De nouveau seules, depuis le départ des Kennedy, les jumelles se défoulent d'abord sur elles-mêmes. June essaye d'étrangler Jennifer avec un câble de radio. Quelques jours plus tard, Jennifer pousse sa sœur dans une rivière et tente de la noyer. Dans leur journal, chacune écrit qu'elle n'a pas honte de ses actes. Elle développe aussi des troubles alimentaires de type boulimie. Ça dure un temps avant qu'elles ressentent le besoin d'extérioriser leur mal-être. June et Jennifer choisissent la délinquance. Elles volent des bicyclettes, font des graffitis sur les murs, cassent les vitres des maisons avant de s'enfuir en courant, et quand ça ne suffit plus, elles passent aux incendies criminels, heureusement sans faire de victimes. June et Jennifer Gibbons sont finalement arrêtées en novembre 1981,
alors qu'elle voulait mettre le feu à un collège pendant la nuit. Les policiers se rendent chez elle et découvrent les journaux dans lesquels les deux jeunes filles racontent tous leurs méfaits. Entre ça et le flagrant délit, leur culpabilité ne fait aucun doute. Placées dans la même cellule dans l'attente de leur procès, les deux sœurs continuent d'écrire. Chacune dit être persuadée que l'autre veut la tuer. Au bout de quelques mois, et après une évaluation psychiatrique, June et Jennifer sont déclarées schizophrènes. Elles sont envoyées à l'hôpital haute sécurité de Broadmoor en 1982, après avoir été condamnées à y rester indéfiniment. Les jumelles ont 19 ans. Ce sont les plus jeunes patientes de l'établissement qui abrite des tueurs en série comme Peter Sutcliffe, surnommé l'Éventreur du Yorkshire, ou encore le criminel Charles Bronson. Pas l'acteur des 7 mercenaires ou de la Grande Évasion. C'est un homonyme, qu'on appelle le prisonnier le plus violent du Royaume-Uni. Les deux sœurs se retrouvent dans un environnement hors norme, totalement coupé du monde extérieur. Elles pensaient y rester un an ou deux, elles étaient très loin du compte. Comme le corps médical les considère schizophrènes, un diagnostic très contesté aujourd'hui, June et Jennifer doivent prendre des médicaments antipsychotiques. Le traitement les met dans un sale état. Jennifer a la vue trouble, et d'une manière générale, les deux sœurs sont encore plus muettes que d'habitude. Quand elles sont ensemble, elles passent leur temps à se battre entre elles, et dès qu'elles sont séparées, elles supplient les soignants d'être réunies. Leur comportement étrange continue. Sur une journée entière, l'une des jumelles va manger pendant que l'autre la regarde sans rien faire. Et le lendemain, elles inversent les rôles. Parfois, June et Jennifer sont retrouvées figées dans la même position au millimètre près, alors qu'elles sont chacune dans des bâtiments différents et qu'elles ne se sont pas vues depuis la veille. Heureusement pour elles, les jumelles ne sont pas seules. Leurs parents viennent les voir, mais c'est surtout la journaliste Marjorie Wallace qui passe le plus de temps avec elles. Elle a entendu parler de June et Jennifer quand elles ont été arrêtées après la tentative d'incendie. En apprenant leur histoire, Wallace a voulu en savoir plus. D'abord, elle s'est rendue chez les Gibbons. Aubrey et Gloria ont accepté de lui montrer la chambre des jeunes filles, et surtout que la journaliste emporte leurs très nombreux écrits. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle parvient à gagner la confiance des jumelles. La première fois que Marjorie Wallace les rencontre, elles sont encore en prison. Lorsqu'on les amène au parloir, elles sont prostrées et muettes, comme d'habitude. La journaliste se présente et explique qu'elle a lu leur manuscrit. Elle voit alors une étincelle dans les yeux de June qui relève la tête et demande faiblement: Vous avez aimé? À partir de là, les jumelles et Marjorie Wallace deviennent amies. Elles passent souvent l'heure du thé ensemble à l'hôpital, à discuter, plaisanter et rire. On dirait presque qu'elles sont chez elles, et pas dans un établissement de haute sécurité. Mais derrière les apparences se cache une vérité très sombre. Marjorie Wallace a accès aux journaux intimes de June et Jennifer. Même si elles le font moins, elles continuent à se confier par écrit et ne sont pas tendres l'une envers l'autre. June se sent comme possédée par sa sœur, qu'elle compare à une ombre ténébreuse au-dessus d'elle. De son côté, Jennifer écrit: Nous sommes devenus des ennemis mortels l'une pour l'autre. Je me dis, puis-je me débarrasser de ma propre ombre? Sans mon ombre, mourrais-je? Sans mon ombre, est-ce que je gagnerais la vie? Serais-je libre ou laissé pour morte? Sans mon ombre, que j'identifie à un visage de misère, de tromperie, de meurtre. Malgré leur lien fusionnel, les jumelles se méprisent depuis l'enfance. Au fil des ans, ce sentiment se transforme en peur de l'autre, surtout pour June. Je vois Jennifer pour la première fois comme elle me voit. Je pense qu'elle est lente, froide, n'a aucun respect et parle trop. Mais elle pense que je suis pareil. Il y a une lueur meurtrière dans ses yeux. Seigneur, j'ai peur d'elle. Elle n'est pas normale. Elle fait une dépression nerveuse, quelqu'un la rend folle. C'est moi. Plus tard, elle écrit: Elle pense que je suis faible. Elle ne sait pas à quel point j'ai peur d'elle. Ça me fait me sentir encore plus faible. Je veux être assez forte pour me séparer d'elle. Oh Seigneur, aide-moi, je suis désespérée. Je suis l'esclave de cette créature. Jennifer ne mâche pas ses mots non plus. June ne peut pas être ma vraie jumelle. Ma vraie jumelle est née à la même heure que moi, à mon apparence, mes manières, mes rêves, mes ambitions. Il ou elle aura mes faiblesses, mes échecs, mes opinions. Tout ça fait un jumeau. Aucune différence. Je ne supporte pas les différences. Au total, les jumelles silencieuses passeront 12 ans à l'hôpital de Broadmoor. June dira plus tard qu'elles ont vécu ça comme une injustice. Les délinquants juvéniles sont condamnés à 2 ans de prison. On a eu 12 ans d'enfer parce qu'on ne parlait pas. On a dû travailler dur pour en sortir. On est allé chez le médecin, on a dit: Écoutez, vous vouliez qu'on parle? On parle maintenant. Il a répondu: Vous ne sortirez pas. Vous allez rester ici pendant 30 ans. On a vraiment perdu espoir. J'ai écrit une lettre au ministère de l'Intérieur. J'ai écrit une lettre à la reine d'Angleterre pour lui demander de nous pardonner, de nous faire sortir. Mais on était coincés. C'est finalement en 1993 que les jumelles sortent enfin de Broadmoor, au prix d'un immense sacrifice. Les sœurs Gibbons doivent être transférées vers la clinique de Caswell au Pays de Galles, moins sécurisée que Broadmoor. Quelques jours avant, Marjorie Wallace va les voir et elles prennent le thé comme d'habitude. La conversation est banale. Puis soudain, Jennifer lui dit:
Marjorie, je vais devoir mourir. La journaliste pense à une mauvaise blague. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Vous allez bientôt sortir de Broadmoor. Pourquoi tu devrais mourir? Tu n'es pas malade? Jennifer lui répond. Parce qu'on l'a décidé. Avant de partir, Marjorie prévient les médecins. Mais ils lui répondent de ne pas s'inquiéter, que les jumelles sont surveillées. La semaine avant le transfert, Jennifer est malade. Mal de tête, vomissements, diarrhée. On lui donne de quoi traiter les symptômes, et comme son état reste stable, le changement d'établissement est maintenu. Le jour J, Jennifer et June voient les portes de Broadmoor s'éloigner depuis le minibus qui les amène à Caswell. Jennifer appuie sa tête contre celle de sa sœur et lui dit « On est enfin sortis ». Elle ferme les yeux et s'endort. À son arrivée, il faut l'aider pour descendre du véhicule. Elle a l'air si faible qu'on l'allonge immédiatement dans un lit avant de lui faire une prise de sang et d'autres examens. Dans l'après-midi, son état s'améliore un peu, puis s'aggrave très vite. Jennifer est transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais c'est trop tard. Elle meurt à 18h15 le même jour. Officiellement, elle a succombé à une myocardite fulgurante, une inflammation du muscle cardiaque. Le légiste dira qu'elle est apparue en quelques heures seulement. On ne trouve aucune trace de drogue ou de poison dans son organisme, et la mort de la jeune femme sera classée comme une mort naturelle. Certains pensent que les médicaments qu'elle a reçus à Broadmoor sont responsables, sauf que June a eu les mêmes et qu'elle est en parfaite santé. Elle racontera plus tard qu'elle et sa sœur ont passé un pacte plus jeune. Si l'une des deux meurt, l'autre doit se mettre à parler aux autres et vivre normalement. Pendant leur séjour à Broadmoor, les jumelles finissent par se convaincre que l'une d'elles doit mourir pour libérer l'autre. Après de violentes discussions, la décision est prise. C'est Jennifer qui sera sacrifiée. Bien sûr, il est impossible de relier objectivement cette promesse au décès de la jeune femme, mais le résultat est le même. June écrit. Aujourd'hui, ma sœur jumelle bien-aimée Jennifer est décédée. Elle est morte. Son cœur s'est arrêté de battre. Elle ne me reconnaîtra jamais. Maman et papa sont venus voir son corps. J'ai embrassé son visage couleur de pierre. Je suis devenu hystérique de chagrin. Quelques lignes plus loin, elle ajoute qu'elle se sent enfin libre. June Gibbon sort de la clinique Caswell un an plus tard, en 1994. Pendant son séjour, elle parlait avec tout le monde très naturellement. Vers la fin des années 90, elle raconte que son envie de devenir auteur est passée. Il me semble qu'en vieillissant, je n'ai plus envie d'écrire. Je ne vois pas l'intérêt d'écrire des livres maintenant. Je peux communiquer en parlant, n'est-ce pas? J'ai arrêté de tenir un journal il y a longtemps. Je suis un peu paresseuse. À propos de Jennifer, elle dit. Avant, elle me manquait. Maintenant, je l'ai acceptée. Elle est en moi. Elle me rend plus forte. J'accepte le fait qu'elle soit partie maintenant. Ça m'a pris 5 ans de deuil, à pleurer tout le temps. Maintenant, toutes mes larmes sont parties. Elles ont toutes séché dans mes yeux. Je ne me sens pas seule. Je les haine, non? June habite toujours au Pays de Galles. Elle n'a plus aucun suivi psychiatrique depuis très longtemps. Elle vit seule, sans enfant, et parle aux gens qui veulent bien l'écouter. Tous les mardis, elle se rend sur la tombe de sa jumelle. Sur la pierre tombale, un poème de sa composition. Nous étions deux autrefois. Nous deux n'en avons fait qu'un. Nous ne sommes plus deux. À travers la vie, sois un. Repose en paix. Fidèle à sa promesse, Jude Gibbons vit pour deux depuis plus de 30 ans maintenant. Chaque jour, je me réveille et je me dis, un jour de plus pour moi et un jour de plus pour ma sœur. Je vis pour elle. Ce que je vois et ce que je fais, elle le fait aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochains. Partagez-le, commentez-le, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.